Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et puis on va, comme convenu, commencer enfin l'animation. Je sais qu'il y avait beaucoup qui attendaient cette partie, donc on y est enfin, après le rig, c'est l'animation. Et aujourd'hui on va commencer simplement, on ne va pas animer tout de suite notre personnage rigué, on va le faire dans des prochains cours. D'abord on va faire très simple, on va juste animer une balle qui rebondit. Alors, c'est un petit peu le tutoriel de base, mais bon, ça va nous permettre de voir pas mal de concepts, d'outils dans Maya. Ça va nous permettre de parler de plein de paramètres qui sont indispensables dans l'animation et en plus à travers un exercice qui est relativement simple, donc c'est cool. On va commencer juste pour faire un plan. Donc on va commencer par faire un plan, puisque ce plan va être notre sol, on va faire une balle, ça va être une sphère, et on a terminé. Voici notre balle. Hop. Ok. Notre balle, on va la laisser à 0. On va s'arranger pour bien qu'elle reste à 0 ici. On va commencer à faire un petit peu de rig aussi en même temps. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. Et cette balle, on va lui donner un contrôleur. Et c'est le contrôleur qui va contrôler cette balle. Et c'est le contrôleur qu'on va animer. Et non pas la balle directement. Pourquoi? On aurait pu animer la balle directement. Ça n'aurait pas été un problème. Mais en 3D, on aime toujours animer des contrôleurs plutôt que des mèches directement. Puisqu'en fait, c'est tout simplement une sécurité. Alors là, pour faire rebondir une balle, il n'y a pas vraiment beaucoup de sécurité. Je veux dire, on s'en fout, on aurait pu animer le mesh directement. Mais vous allez voir que mettre des contrôleurs, ça nous permet de pouvoir réanimer le mesh en dessous. De pouvoir ajouter des comportements qu'on appelle additionnels. Donc ça peut être intéressant. Donc je vous conseille toujours de mettre un petit contrôleur sur un truc que vous animez. C'est une sécurité pour pouvoir retoucher derrière le mesh, pour pouvoir exporter des alambics, etc. On verra les exports à la fin des cours de l'animation. Et vous verrez que ce ne sera pas débile d'avoir utilisé des contrôleurs. Donc on va mettre un contrôleur sur cette balle. Comment faut mettre un contrôleur sur cette balle? On va déjà cacher le sol. On va ouvrir notre outliner pour avoir ici nos objets. On va renommer notre playplane sol. Et on va renommer la sphère mesh, parce que c'est un mesh, balle. D'accord? On va créer un contrôleur. Le contrôleur sera tout simplement une curve, ici, voilà. Qu'on va appeler contrôle balle. D'accord? Et la balle va être parentée au contrôleur. Mais avant de faire ça, on va snapper le contrôleur au point le plus bas de la balle. Pourquoi? On va juste afficher les wireframes ici. Pourquoi on fait ça? Vous allez tout de suite comprendre. Donc j'appuie sur V et je viens cliquer sur la flèche verte pour venir snapper au niveau du point le plus bas de la balle. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va être le point de collision et en fait ça va tout simplement nous permettre, vous allez voir, de faire ça. Donc on va mettre la balle dans le contrôleur, comme ça le contrôleur contrôle la balle et ça nous permet de faire ça en fait. Oh, du stretch and squash, vous allez voir, on va en parler à la fin de ce cours, ça va être très intéressant. Donc voici. Alors comme vous voyez, notre balle a pris des valeurs, notre contrôleur a pris des valeurs, ça ne va pas, donc on va faire un gros freeze transform là-dessus. Modify ici, freeze transform. Comme ça les deux n'ont plus de valeur, on va leur supprimer leur historique et c'est terminé. On peut commencer à animer. Donc je vous rappelle, on va bien animer que le contrôleur et non pas la balle en elle-même. Notre sol ici, on va tout simplement poser notre contrôleur sur le sol, donc notre balle sur le sol. Un freeze transform ici pour qu'elle soit à 0 sur le sol. Vous verrez que ce sera plus simple pour animer. Bon, si vous ne le faites pas, c'est pas trop grave, quoi, je veux dire, mais bon. Ce sera plus simple derrière pour avoir après des valeurs cohérentes. Alors comment on fait pour rebondir une balle sur le sol? A priori c'est pas trop compliqué, vous allez voir. On va se mettre sur 120, donc c'est à peu près 5 secondes, ce qui est pas trop mal. Ici on va bien vérifier en allant ici sur son petit paramètre, les paramètres d'animation, qu'on est bien en 24 images secondes. Vous pouvez mettre en 25, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ok. Et on y va. On va mettre une clé. Alors comment mettre une clé? Il y a plusieurs solutions pour mettre des clés. Déjà qu'est-ce qu'une clé? C'est vrai qu'on va déjà demander ce que c'est une clé. En fait, pour animer dans Maya, c'est très simple. Le logiciel va vous demander un point d'entrée, un point de sortie. D'accord? Donc en gros, c'est une position à un moment T, une position à un autre moment T. Et il va calculer, en gros, la différence entre les deux. Je m'explique. Par exemple, en 1, je mets une clé. En 45, je déplace ma balle, je mets une clé. Lui, entre 1 et 45, il calcule les intermédiaires. D'accord? Alors comment on met des clés? Parce que je viens de mettre des clés mais je ne vous ai pas expliqué. Mais en fait pour mettre une clé c'est très simple, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez mettre une clé sur tous les attributs de la balle. Donc c'est ça les attributs de la balle, d'accord? Donc tous les attributs de la curve de la balle. Translate, rotate, scale et visibility en appuyant sur S. Donc si je fais un gros S dessus, ça met une clé partout.
Clac. Alors on va venir désactiver la sélection des polygones pour ne plus sélectionner le plan par erreur, comme ça on pourra sélectionner que la cœur, ce sera plus simple. Vous voyez que là tout est devenu rouge, c'est-à-dire que tous ces paramètres ont une clé à l'image 1. Si je viens sur l'image 10 et que je monte par exemple ma curve, et que je la tourne, et que je la scale, voilà par exemple comme ça, je refais un S, Maya va me calculer les images intermédiaires de l'image 1 à 11. Voilà. D'accord? C'est pas une très bonne façon d'animer quand on travaille comme ceci, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, on met des clés sur tout, alors qu'en fait, nous, on aurait peut-être besoin d'animer juste, par exemple, les translations. On n'a pas envie d'animer peut-être tout de suite la rotation. Donc, on va prendre tous nos paramètres, on va faire clic droit ici. Hop. Clic droit et break connexion. Break connexion, ça casse toutes les connexions qu'il peut y avoir sur ces paramètres. Donc, que ce soit de l'animation, que ce soit des expressions, n'importe quoi, ça casse tout. Et ça remet tout par défaut, ce qui est assez cool. Et donc, on va voir qu'on peut mettre, en fait, avec des raccourcis, des clés sur plusieurs paramètres. Alors déjà, avant d'utiliser les raccourcis, on peut déjà faire très bien, si on le souhaite, clic droit ici et key selected. On peut cliquer et qui est seulement une valeur. Ce qui n'est pas très intéressant en soi, de qui est seulement une valeur. Souvent, c'est intéressant de qui est par exemple que les translate, que les rotate ou que les scale. Et là, pour faire ce genre de paramètres, on va utiliser des raccourcis. Il y a 3 raccourcis dans Maya qui vont nous servir tout le temps en animation, c'est Shift W, Shift E et Shift R. Shift W, comme les raccourcis, en fait, pour sélectionner les outils, vont nous permettre de mettre les clés en fonction de ces raccourcis. Donc Shift W, ce sera le raccourci pour mettre une clé sur les translate. Shift E, le raccourci pour mettre une clé sur les rotate. Et Shift R pour mettre une clé sur les scale, tout simplement. Voilà, vous savez tout, vous savez faire l'animation. Bon, en fait, vous savez les bases. Vous allez voir, il y a quelques subtilités à voir. Alors, on va faire rebondir notre balle. Bon, c'est très bien, notre balle, elle commence ici, du haut. Hein. Clac. On va dire qu'au bout de, je sais pas moi, 15 frames, elle arrive ici à 0. On lui met une autre clé. Alors, hop, voilà. Hop, on lui met une clé. Vous voyez que ça devient rouge ici. Où est-ce qu'il y a des clés dans la timeline? Vous allez voir qu'on pourra pouvoir éditer après nos clés avec cette timeline. Je vais vous expliquer comment après. Donc voilà, à 15, après, je sais pas moi, à 23 par exemple, elle va remonter mais un petit peu moins haut, comme ceci. Hop. Et à 30, elle va revenir à 0. Hop, comme ceci. Et à 35 ou à 34, elle va revenir, voilà, ici. Hop. Et là, elle sera à 0 et elle bougera plus. Donc j'ai animé une balle un petit peu comme je pensais qu'une balle agissait dans le monde, sans vraiment me poser de questions, sans vraiment de regarder de vidéos comment... Non, j'ai juste animé comme ça à l'arrache, voyez ce que ça donne. Alors le moindre truc qu'on pourrait dire, c'est que ça marche quand même pas du tout, quoi. C'est quand même bien moche. Moi j'ai pas du tout l'impression de voir une balle qui rebondit là, je sais pas vous. Pourquoi? Et non, en fait c'est parce que il faut comprendre comment Maya interprète l'entre-deux points de clé. En fait, regardez ce qui se passe. Je commence du 1 pour aller au 15, je remarque qu'en fait, quand il part du 1 ici, il ralentit, il accélère entre les deux, et quand il arrive au 15, il re-ralentit. Mais une balle, en vrai, quand elle tombe du haut, en arrivant, elle ralentit pas. En arrivant, elle accélère de plus en plus. C'est pour ça que ça fait moche. Comment régler ça? Eh bien, en fait, dans Maya, et dans tous les logiciels d'animation d'ailleurs, il y a un outil qu'on appelle le Graph Editor, qui est dans Windows Animation Graph Editor. Oh. Excusez-moi. Et cet outil va nous permettre de gérer l'interpolation, donc ce qui se passe entre les deux clés de notre image. Donc ici, on voit, quand on contrôle balle, on a, donc là il nous affiche les objets sélectionnés. On a une clé sur les translates, sur les donc X, Y et Z. On voit que si je sélectionne que les Z et que les X, je n'ai aucune clé qui change, d'accord? Vous voyez que c'est tout le temps 0. Donc à la limite, on pourrait presque supprimer ces clés. Donc à les sélectionner, on va supprimer les clés en X et supprimer les clés en Z, pour ne garder que les translates Y. D'accord? Et vous voyez que là, voilà. Là, on est à une valeur de... Voyons à quelle valeur on est. Hop. Ici, on est à une valeur de 5.26. On voit ici que doucement, on descend mais doucement, tranquillement. Et là, en fait, on descend rapidement. Et là, ici, on arrive, on ralentit. Mais une balle, quand elle rebondit, elle ralentit pas en arrivant sur le sol. Elle arrive d'un coup. D'accord? Donc, là est le problème. Donc on va voir qu'on va pouvoir en fait jouer sur ces courbes. Donc les courbes pour l'instant sont en défaut. On peut faire plusieurs actions sur ces courbes. Si je sélectionne, on a différents paramètres ici, par exemple. Les paramètres qu'on va nous intéresser sur celle-ci, auto, donc c'est exactement ça. D'ailleurs, ça veut dire qu'il va amortir à chaque clé, il va ralentir entre chaque clé et accélérer entre les deux. C'est souvent ce qui convient le plus en fonction des mouvements, parce qu'en fait c'est naturellement le mouvement qu'on a quand on bouge nos bras, nos mains, tout ce qui est organique a naturellement ce mouvement-là. Mais par contre une balle n'a pas du tout ce mouvement-là naturellement.
Ici, on a l'interpolation linéaire. Linéaire, c'est quoi? Ça veut dire que linéaire, c'est des lignes droites. Il n'y a pas d'interpolation, il n'y a pas de ralentissement. C'est juste des lignes droites. Ça veut dire qu'il va du point A au point B et il calcule le chemin, entre guillemets, le plus direct. Ça veut dire que je vais vraiment ne pas accélérer, ralentir, ce sera vraiment une vitesse constante entre deux images clés. Voyons un peu ce que ça donne sur mon animation quand je suis en linéaire. Bon, on dirait une vieille animation de Windows 98. C'est encore plus dégueu qu'avant. Donc, c'est pas ça non plus. Mais vous voyez que là, la balle n'accélère plus quand elle descend. Elle va toujours à la même vitesse. Donc linéaire, c'est une vitesse constante. Ici, on a un autre truc ici, à ce niveau-là, qui s'appelle le step. Le step, en fait, ne va pas faire d'interpolation. Il va passer d'une image à l'autre sans faire d'interpolation. Vous voyez, ça fait des escaliers comme ça. Regardez ce que ça donne quand je joue. Ça donne ça. Voilà. Il n'y a pas d'interpolation, il n'y a que les clés que j'ai mises. Ça peut être très intéressant quand on va faire de l'anime sur référence, mais on en reparlera quand on fera ça dans un autre coup. Donc on va se remettre juste en auto, tout simplement. Parce que c'était le moins pourri. Mais bon, on regarde, c'est quand même sacrément pourri. Alors comment on va faire pour améliorer tout ça? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en auto, on a des tangentes ici et qu'on va pouvoir en fait gérer ces tangentes en fonction de chaque clé. Et là, ça devient cool. Si par exemple, je prends toutes les clés, je fais un clic droit et que je fais break tangente, ça nous permettre... Alors, regardez, parce qu'en fait, si je bouge une tangente de base, je ne peux rien faire avec. Je la bouge avec le clic de milieu, je peux rien faire avec en fait. L'autre reste lié, je peux pas l'agrandir, je peux rien faire. Je peux juste améliorer ça, mais ça va pas nous aider beaucoup. Par contre, si je sélectionne toutes les clés, comme ça, je vais clic droit, break tangente. Break tangente, ça fait quoi? Ça casse en fait la liaison entre la tangente droite et la tangente gauche. Maintenant, je peux bouger sans animer l'autre, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Et si je resélectionne tout et que je fais clic droit et que je fais weight tangente, ça nous permet d'avoir en fait une taille de tangente en fonction de la curve qui est derrière. Regardez, maintenant, plus cette tangente est longue, plus la curve va devenir longue derrière. Mais je peux toujours pas la tirer. Comment je fais pour la tirer? Il faut que je resélectionne mes curves et que je fasse clic droit, free weight tangente pour pouvoir faire ce que je veux. Donc 3 trucs à faire si vous voulez vraiment jouer avec vos curves, vous les sélectionnez, clic droit, vous faites break tangente, weight tangente et free tangente weight. Et là, on pourra en faire ce qu'on veut avec nos curves. Et en fait, une balle, quand elle rebondit, elle fait quoi? Eh ben, elle va accélérer tranquillement pour arriver jusqu'au sol, et ici, elle va s'arrêter d'un coup. Donc ici, cette curve ne devrait pas exister. On devrait être comme ça. Elle va accélérer d'un coup. Elle va repartir aussi vite, d'un coup. Donc, clac, pas de curve ici. D'accord? Elle fait ça, clac. Ici, pareil. Donc, on enlève les curves. Hop. Et de la même manière. Et vous allez voir que là, ça va déjà être beaucoup plus intéressant comme animation. Regardez un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas encore terrible, mais on a déjà une petite base qui est pas trop dégueu. Hop, hop, hop. Alors, il se passe quoi? C'est que elle accélère pas assez vite, perso, je trouve. C'est pas assez dynamique. Donc, là, ça devient de l'interprétation, mais pour la faire accélérer plus vite, en fait, il suffit d'allonger cette tangente, ce qui fait qu'elle va mettre plus de temps à partir, elle va paf d'un coup. Pareil pour celle-là. On va faire ça, l'agrandir, pour que ça fasse paf d'un coup, et celle-là, l'agrandir, pour que ça fasse paf d'un coup, et la même chose pour celle-ci. Là, j'appuie sur Shift pour pouvoir l'avoir que sur un côté. Si je fais que sans rien, ça la bouge dans tous les sens, mais si je fais Shift, ça l'agrandit que sur un axe. Maintenant, voyons ce que ça donne. Hop, voilà, là c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant pour une balle qui rebondit. Cachons un petit peu les curves. Show. Je décoche Nerf Curve, voilà. D'accord? Alors on voit que ça manque peut-être d'arbon à la fin. Ça fait un peu violent à la fin, je trouve. Bon après, là on commence à rentrer dans le subjectif, mais bon, c'est très intéressant quand même de comprendre ce qui se passe. Donc on va venir tout simplement ralentir un petit peu la fin et on va venir rajouter un rebond en rajoutant une clé tout simplement. Donc clac, ici je vais la refaire remonter un petit peu. Hop, comme ça, et en faisant Shift W et la remettre à 0 ici. Et hop, Shift W. Ici, on va bien faire attention qu'il ne met pas... Voilà, il me remet des tangentes par défaut. Non, on ne veut pas de tangentes par défaut, nous. Alors, on va supprimer X et Z. Je vous rappelle, on n'en veut pas. Ici, on va virer les tangentes par défaut. Donc, je me mets ici, clic droit, je vous rappelle, break tangente. Ici, free tangente weight. Ici, weight tangente.
Voilà maintenant, un petit peu ce qui se passe. Et voilà, on a notre balle qui rebondit tranquillement, posée. Alors comment j'ai fait pour comprendre et me poser la question de savoir quand est-ce que la balle a accéléré, quand est-ce que la balle s'est arrêtée, etc. Et là, on va rentrer dans un peu de physique, mais vous allez voir que pour moi, c'est vraiment très important de comprendre ces bases de physique pour pouvoir animer correctement, sinon ça sert à rien d'animer sans se poser la question de comprendre de comment ça se passe dans le monde réel. Donc comment je pouvais savoir que la balle ici allait ralentir et accélérer, réaccélérer, ralentir, etc. Et on peut pas dire bah juste parce que ça se voit. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça parce qu'en fait, derrière il y a des règles, il y a des physiques, il y a de la physique et on va comprendre ça pourquoi et vous allez voir que ça va être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intelligent de réfléchir comme ça en animation. Et ben pour ça, il faut se rapatrier, enfin se rapatrier, se comprendre un petit peu ce que c'est les forces. Alors on va juste rappeler, faire un petit rappel sur les forces générales, forces de Newton dans notre monde. Donc je vais juste vous faire un petit dessin. Hop, voilà. Donc dans le monde, on a une force globale qui quand même fait plutôt pas mal son taf, c'est la gravité. La gravité qui en fait n'est pas une vraie force, puisque une vraie force, elle, va simplement faire accélérer un objet dans une direction en fonction de sa masse. C'est-à-dire que plus un objet est massif, plus ce sera dur de le faire accélérer. Je m'explique. Si j'ai une force dans cette direction, une force, par exemple, n'importe laquelle, une force du vent par exemple, si elle doit faire avancer une plume, très belle plume, la plume va aller assez vite, alors que si elle doit faire avancer une boule de plomb, la boule de plomb va aller beaucoup moins vite parce qu'elle est plus massif. Par contre, si vous mettez une plume et une boule de plomb qui sont soumises à la gravité, elles vont tomber à la même vitesse. Alors pourquoi on n'observe pas ça sur Terre? Parce que tout simplement sur Terre on a les frottements de l'air, d'accord, prendre en compte. Mais si on faisait ça dans une pièce sans frottement, la plume et la boule de plomb chuteraient à la même vitesse. Donc c'est très important à comprendre, la gravité n'est pas une vraie force, puisqu'en fait la force qu'elle émet sur tous les objets est la même indépendamment de leur masse. Par contre, ce qui est toujours vrai, c'est qu'une force fait accélérer un objet tout le temps, peu importe, elle le fait accélérer, peu importe ce qui se passe. Donc, ce qui fait que notre balle ici, si elle est soumise à la gravité, et bah au début, elle va commencer à aller doucement, et quand elle va arriver ici, elle va aller plus vite, parce qu'elle est, en fait, à chaque fois qu'elle bouge, il y a une force qui s'applique sur elle, qui vient s'additionner à la vitesse qu'elle a déjà. Donc, c'est pour ça qu'elle l'accélère au fur et à mesure, et c'est pour ça que dans mes curves, ma balle, au fur et à mesure, bim, ça accélère ici, ça accélère. Pourquoi? Parce que la gravité fait accélérer les objets. C'est pour ça que tout à l'heure ça marche pas du tout quand ça ralentit, c'est parce que la gravité au contraire fait accélérer les objets en descendant, donc ça ne peut pas ralentir en arrivant sur le sol. C'est pour ça que au moment où la balle arrive sur le sol, c'est au moment où elle est le plus rapide, d'accord? Je vais doucement, j'accélère. Je suis au point le plus rapide ici quand je touche le sol et je repars à cette même vitesse. Donc ces deux tangentes, globalement, devraient être... En fait là, j'ai fait ça rapidement, mais en fait, globalement, ça devrait être comme ça. Je m'explique. Hop. Il devrait y en avoir une qui va dans ce sens-là, comme ceci, et l'autre devrait être au parfait opposé, si on était juste physiquement. L'angle entre cette ligne-là, ici, et cette ligne-là, ici, devrait être exactement le même. D'accord? Parce que la vitesse dans laquelle elle arrive doit être exactement la même que la vitesse dans laquelle elle part. Après, doucement, elle va repartir et elle va faire le chemin inverse. Elle va repartir. Et quand elle va remonter vers le haut, et bah, à chaque fois qu'elle va repartir, elle va subir une force de la gravité. Donc elle va ralentir, jusqu'à arriver au point culminant ici où elle va s'arrêter, d'accord? À ce point-là. Ici. Hop. Elle va s'arrêter et où la gravité va reprendre le dessus par rapport à la force de rebond qu'on a eu sur le sol, d'accord? Parce que la force de rebond, je vous rappelle, encore une fois, c'est exactement la force de la vitesse à laquelle elle arrive sur le sol. Elle repart avec la même vitesse, d'accord? Mais un petit peu moins haut, parce que forcément, il y a une perte d'énergie à ce niveau-là. Alors ça, on va y revenir juste après. Et ici, elle va ralentir un peu moins haut, d'accord? Jusqu'à un moment où la gravité va reprendre le dessus, et elle va redescendre en accélérant, etc., jusqu'à s'arrêter complètement. Alors pourquoi elle s'arrête? Parce qu'en fait, à chaque fois que elle touche le sol, il y a une perte d'énergie dans le sens où il y a une accélération qui était due à la gravité qui va, on va dire, s'étendre dans le sol, et donc il n'y a que seulement un retour d'énergie du sol qui va être amoindri en fonction de son accélération. C'est pour ça qu'elle remonte moins haut. Bon, là on commence à vraiment rentrer dans de la physique un peu plus, on va dire, complexe, mais c'est vraiment intéressant, donc je vous invite à vous y pencher. Et dans tous les cas,
Il faut savoir que tout ce qui est déplacé et qui prend un choc va perdre de l'énergie, donc va repartir au début à la même vitesse, mais va ralentir plus vite. En fait, c'est pas vrai, en fait, au début, il ralentit pas à la même vitesse, mais au début, la perte de vitesse, la perte d'énergie est tellement faible qu'elle se voit pas, mais au fur et à mesure, elle est de plus en plus importante. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un contact entre deux objets, il y a une perte d'énergie et donc l'objet va repartir moins fort. Il y aura un rebond et l'objet va repartir moins fort. En fonction de la matière de la balle et de la matière du plan, la perte d'énergie sera plus ou moins forte. Si vous avez une balle rebondissante, bah, vous aurez une perte d'énergie qui sera très faible, donc elle va rebondir longtemps. Si vous avez une boule de pétanque, la perte d'énergie sera énorme, puisque la gravité sera énorme, elle va venir aplatir l'objet. Comme je vous l'ai dit, la force dépend de la masse, sauf pour la gravité, mais comme la perte d'énergie c'est une autre force, bah, une boule de pétanque qui est plus massive qu'une balle rebondissante, et bah, comme elle est plus massif, la perte d'énergie sera plus importante, puisque, comme je vous l'ai dit, si on fait accélérer, je vous l'ai montré ici, une plume, ça va vite, mais si on fait accélérer une boule de plomb, c'est plus compliqué, il faut plus de force pour la faire accélérer. En fait, pour illustrer ça, c'est très simple. Quand vous poussez tout simplement une voiture de jouer avec votre doigt, c'est très simple. Par contre, si vous essayez de pousser votre vraie voiture ou un train, c'est beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que c'est plus massif, il faut plus d'énergie pour la pousser. Bah, c'est exactement le même principe. Donc voilà, je vous invite à vous repencher un petit peu sur le cours de physique. Vous ne comprenez pas tous ces détails, mais en gros, c'est pas trop compliqué. Vous avez la gravité qui, elle, ne dépend pas de la masse de l'objet, d'accord? Elle va toujours émettre la même force sur un objet. Et toute autre force, donc les forces de rebond, quand on a un rebond sur du sol, une force de vent, n'importe quoi, elles vont être soumises à la masse de l'objet en question et donc vont avoir une répercussion qui sera plus ou moins forte en fonction de la masse de l'objet. Si l'objet est très massif, la répercussion sera très faible, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour faire bouger un objet massif, alors que si l'objet a très peu de masse, et la répercussion sera très forte. On aura une répercussion qui sera presque de l'ordre du 90-95% de la force initiale émise par le rebond ou par n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et donc, on aura un objet qui va plus subir la force et plus, là par exemple pour le coup, rebondir plus haut. D'accord? Voilà un petit peu le concept. Alors, on va supprimer ces trucs-là. Voilà. Donc, voilà pour la théorie de l'animation. Donc pensez toujours, quand vous animez, essayez de toujours penser un petit peu force. Donc on est bien, mais on est d'accord que notre balle est un peu rigide. Ce qui serait cool quand même, c'est que notre balle en arrivant sur le sol, fasse ça. Ce serait quand même plus marrant. Comment faire pour que notre balle fasse ça? Eh bien, c'est tout bête. On va juste venir scaler, comme ça, quand on met une clé sur le scale quand elle va arriver sur le sol. Mais sauf qu'en vrai, en fait, le squash, c'est pas ça. Le fait que ça s'écrase comme ça, c'est pas ça. Parce qu'en vrai, on peut pas perdre de volume. Le volume qui est dans la balle va rester. Il faut bien le mettre autre part. Donc quand on fait ça, il faut bien qu'il y ait un moment, ça vienne autre part. En fait, ce qui se passe en vrai, c'est que ça fait ça. En fait. D'accord? Ça vient s'écraser sur le dessus et s'écraser sur. Enfin, se grossir sur le côté. Donc il y a une formule en fait pour sa mathématique de conservation de volume. On va aller la chercher vite fait sur internet parce que je ne la connais pas par cœur et je vous invite même pas à la prendre par cœur, c'est ridicule. Donc il suffit de taper formule conservation volume. Alors je ne la trouve pas là tout de suite. Ce qui est un peu bête, je vais essayer de vous mettre un lien dans la description vers quand même la formule parce que c'est un peu bête de ne pas la trouver. Je crois qu'elle serait plus simple que ça à trouver. Bon. Elle est assez simple dans tous les cas, je vais vous la noter ici. C'est simple, c'est 1, d'accord, sur racine carrée. Donc je vais vous mettre racine carrée parce que je ne sais pas faire de racine carrée avec ce clavier. D'accord, fois, donc le tout, 1 sur racine carrée. En fait c'est racine carrée de du stretch en fait. Donc du stretch, c'est en fait la valeur qu'on va mettre sur x, y en fait. Plus sera stretché, bah c'est cette valeur là. Donc du stretch, je veux dire le stretch, c'est la valeur d'écrasement ou d'étirement. D'accord? Tout simplement, du stretch. Bon après c'est pour la blague, hein. Vous n'êtes pas obligé de comprendre cette formule, de l'appliquer, vous pouvez très bien le faire à la main, mais bon, on va faire ça nous correctement et on va le faire mathématiquement bon. Donc comment je fais pour créer une formule dans Maya? Mais en fait je peux mettre des expressions sur les paramètres ici. J'ai déjà utilisé ce concept dans les particules. Il y a un cours sur les expressions dans les particules, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais sinon, je vais tout simplement réexpliquer comment faire. Donc là, je veux mettre une expression sur z et x, d'accord? Donc comment je fais? Ben, je vais tout simplement venir
sélectionner X ici, faire clic droit, et je vais faire ici. Ouais, vous pouvez le faire avant ici, mais on peut plus le faire, j'ai l'impression. Donc on va tout simplement aller dans Windows, c'est pas grave, Animation Editor, Expression Editor. Alors c'est un tableau un peu barbare, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous avez ici votre objet sélectionné, ses attributs. Par exemple, je peux sélectionner ScaleX pour qu'il me l'écrive, je vais les copier, je vais le coller dans Expression, et je peux lui mettre une valeur. Par exemple, je vais mettre 1 pour le début. Et je vais faire la même chose avec Scale Z, puisqu'on veut aussi Scale Z, donc je vais faire copier, sauf que là je vais remplacer X par Z, d'accord. Alors les attributs sont pour connaître le nom des attributs, comment ils sont écrits, vous voyez que c'est pas le même qu'ici. Pour vraiment connaître les vrais noms des attributs, pour pas faire d'erreur de faute de frappe, vous pouvez les sélectionner ici pour qu'ils vous les mettent, ou sinon vous pouvez faire Edit ici, Style Name et Long, d'accord. Vous voyez que là, il y a les vrais noms qui sont utilisés dans les expressions. Vous voyez que là, il vient de me le supprimer, ce débile. Alors, je vais vous expliquer comment pas se faire avoir à chaque fois, sans qu'il vous supprime à chaque fois votre ligne, sinon c'est très chiant, il faut tout retaper tout le temps. En fait, dès que vous avez créé une expression, peu importe ce que vous avez fait, vous allez faire Create ici. Comme ça, là, elle est enregistrée, maintenant quand je clique sur un truc, elle se barre plus, quoi. Si elle se barre plus, voilà, vous avez qu'à resélectionner les attributs correspondants et ça remarche. Il vous a créé une expression, l'expression ici, on va l'appeler squash. D'accord, c'est l'expression qui va faire du squash. Le squash, c'est le fait que ça, c'est la concentration de volume en fait, simplement. Le squash, c'est le volume qui va s'écraser, s'agrandir quand un autre volume va s'aplatir. Et donc là la formule, je dis que c'était quoi? C'est quoi? C'est 1 sur racine carrée du stretch. Donc on va juste regarder comment faire une racine carrée en expression, ça va pas être bien compliqué. Donc c'est très simple. Pour faire une racine carrée en mail, dans une expression, il suffit de taper les 4 lettres square root. Donc on va taper tout simplement ça, square root, ce qui veut dire racine carrée en anglais, donc SQRT. Et la valeur, donc la valeur ce sera control by.scale z, y, tout simplement. Alors, je comprends que ça puisse être un petit peu déroutant pour l'instant. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va mettre des parenthèses derrière square root. Voilà, donc là je dis que le scale x de ma balle est égal à la racine carrée du scale y de ma balle. Mais j'ai dit que c'était pas ça, je dis que c'était 1 sur racine carrée. Donc je vais mettre... En fait c'est l'inverse de la racine carrée, donc je vais mettre bien ici 1 sur racine carrée. Et là je refais la même chose. 1 sur racine carrée. J'ai terminé, je fais edit, d'accord, je n'ai pas d'erreur donc tout va bien. Et là maintenant, regardez ce qui se passe quand je scale ma balle. Bon, en fait je vais pas faire sur ma balle, je vais sur mon contrôleur. Hop, je viens avoir un écrasement et un étirement qui est cohérent avec la conservation de volume. C'est ça du stretch and squash, d'accord? Alors attention, on n'avait pas le droit d'aller à 0. Si je mets à 0, il va péter un cap parce que parce que j'ai mis des fractions, d'accord? J'ai mis 1 sur racine carrée du stretch. Mais si, dans mon expression, hop, voilà, je viens mettre 0 ici, et bah il pète un cap puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc on devrait limiter le scale Y si on voulait vraiment être chaud pour pas avoir de problème. D'accord? Donc, avec les expressions, cela étant fait, on va pouvoir maintenant très simplement venir animer son squash. Donc on va prendre notre squash, on va le remettre à 1. Et on va venir l'animer. Donc ici, il est comme ça. Au milieu, quand la balle va le plus vite possible, c'est-à-dire juste avant de taper sur le sol, il sera... Genre, elle va s'étirer. On va faire un truc un peu cartoon. Au moment où elle tapera, elle sera complètement écrasée. D'accord? Quand elle va repartir ici, elle va être étirée. Quand elle va être ici, à ce niveau-là, elle va devenir... elle va être à 1, tout simplement. Donc, alors, par contre, je me suis trompé de raccourci pour les scales. Désolé. Petite erreur de ma part. Donc, c'est Shift R pour faire les scales, excusez-moi. Donc ici, hop, Shift R. Ici, Shift R. Ici, Shift R. Hop, pardon. Ah, alors petit problème, j'ai un petit problème. Pourquoi j'ai un souci? Tout simplement parce qu'en fait, il veut me mettre une clé sur les attributs qui sont avec des expressions, et en gros il me casse mes expressions. Comment faire pour pas qu'il me casse mes expressions quand je fais une clé sur les scales? Je peux sélectionner Scale X et Scale Z et faire comme on a vu en rig, faire clic droit, Lock and Hide Selected. Comme ça, je ne peux plus les scaler. Par contre, ils subissent toujours les expressions. Et je ne peux plus leur mettre de clé dessus. Maintenant, je peux mettre
Donc, comme je l'ai dit, une clé au début, une clé juste avant de taper le sol. 2 images avant, faites toujours 2 images avant. Une image avant, c'est toujours un peu dur pour l'œil humain. Hop, 2 images après. Donc, quand elle est sur le sol, elle se fait écraser. Ah putain, ils sont pas à jour. Ah, c'est bon. Hop, clac. Hop, elle repart comme jamais. Alors, il a du mal à se mettre à jour. Malheureusement, c'est un peu bête, mais... J'étais un peu fort, on va mettre 1.5 ici. Ici, on va le mettre à 0, 1, 1. Hop. Ici, clac. Comme ça. Comme ça. Alors, je me suis trompé. Comme ça. Alors, vous voyez que le viewport de Maya a du mal à se mettre à jour avec les expressions. C'est un peu triste quand même, mais c'est la vie. Donc, c'est un peu embêtant, ce qui fait qu'on n'a pas un retour en temps réel, mais bon, tant pis. Hop. Alors, hop, clac. Ici, on va le mettre à 1. Voilà, parce qu'il revient en haut, d'accord. Et ici, il va revenir s'écraser un tout petit peu sur la fin. Donc ici, hop. Voilà. Hop. Bon, tout petit poil. Ici, au bout de 2 frames, il va revenir à 1. Clac. Et juste avant qu'il tombe ici, voilà, il va revenir aussi à 1. Voyons un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir que ça va être un peu pourri au début. On y va. On va cacher notre curve. Et on est parti. Voilà ce qu'on a. Bon, c'est pas terrible. Je trouve c'est vraiment du chewing-gum là. C'est pas ouf. On va pouvoir venir, encore une fois, gérer ça avec les curves. Parce que les curves, c'est vraiment intéressant pour voir. En fait, ce qui est cool, c'est de faire son anime un petit peu à l'arrache. Sans le graph editor à l'arrache, comme ça, en venant mettre des clés n'importe où. Et après, quand on va être dans le graph editor, on va pouvoir venir gérer ces curves. Donc sur le scale X, le scale Y, par exemple, ici, Ctrl by scale X. Bah voilà, là on a nos clés. On va pouvoir dire, bon, bah, par exemple, je vois que le début c'était bien, mais j'aimerais bien qu'à la fin, ce sera moins fort. Donc on va prendre ces clés là, on va les descendre un petit peu. Alors, hop, on va se mettre en outil de move en appuyant sur W. Parce que oui, l'outil de move, scale et rotate, donc W, E et R, sont aussi activables dans le graph editor. Hein. Donc on va venir les ralentir un petit peu. Vous voyez, je réduis les valeurs. Ce sera pas mal. Vous allez voir que là, je pense que ça sera un petit peu mieux. Ce sera moins chewing-gum, quoi. Ouais, c'est pas mal encore là, c'est pas mal. Et bon, on peut encore travailler, hein, c'est pas terrible. Alors comment j'ai fait pour gérer le stretch ici? Je suis tout simplement parti du principe que quand la balle bougeait pas, elle était ronde. Je me suis parti du principe que quand elle accélérait, elle devenait étirée. Et quand elle ralentissait, c'est-à-dire quand elle prenait de l'énergie, elle devenait écrasée. Bah voilà, sur ce principe-là, simplement, juste avant qu'elle touche le sol, je vous ai dit, c'est la partie où elle est le plus rapide. Quand elle touche le sol, c'est la partie où elle est le plus lente, donc elle s'écrase, etc. Et puis voilà, c'est tout. Après, on applique cette règle. Alors je vous ai dit, regardez, l'image juste avant qu'elle touche le sol, ici, ce n'est pas l'image où elle est le plus stretchée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, l'œil humain a du mal avec une seule image de transition. Donc j'ai décidé de faire 2 images de transition, de faire une image avant, en fait, la clé la plus rapide. Mais ce n'est pas un souci. Voilà ce qu'on a avec une balle qui rebondit. Maintenant, comment je fais pour que cette balle, bah là, elle rebondit sur place? C'est un peu nul. Je pourrais très bien la faire rebondir en la faisant bouger. Il suffit de prendre ça et de le mettre dans un groupe en faisant CTRL-G. Ici, on a notre balle, groupe, balle. Et ce groupe balle, bah, je peux l'animer n'importe comment. Je peux faire ça. Shift W ici, le mettre là-bas. Hop. Et notre balle maintenant est animée en bougeant. Alors bien sûr, il faudrait aussi animer maintenant la rotation de notre balle pour que notre balle soit cohérente dans sa manière de tomber. Parce que là, c'est un peu bizarre, là, le scale qui est animé. Il faudrait que le scale soit penché ici, d'accord? Donc on pourrait le faire. Alors là, avec le rig qu'on a fait, ce serait pas possible parce qu'il faudrait qu'on ait un rig qui vienne au centre de la balle pour qu'elle puisse tourner correctement. Donc il faudrait transférer les clés d'animation sur les translates sur un autre contrôleur qui soit au centre de la balle, laisser le contrôleur pour le scale pour pouvoir tout simplement tourner notre balle. Ce serait assez simple à faire. On pourra, de toute façon on verra ce genre de choses la semaine prochaine dans un tuto sur l'anime un peu plus avancé. Là c'était, on va dire, juste les bases, mais c'est déjà pas trop mal. Alors bien sûr, si le scale vous dérange, vous pouvez venir supprimer les clés d'anime et rester avec une balle ronde. Déjà ce sera pas trop mal.
Et on verra la semaine prochaine comment venir, on va dire, superposer des contrôleurs pour chacun leur mettre un paramètre et avoir des animations beaucoup plus intéressantes, puisque là on a juste fait 2 étages. L'étage du mesh qui n'a aucune clé, d'accord? Alors je vais vous remettre ici pour sélectionner les meshs, d'accord? Il n'a pas de clé le mesh. L'étage du premier contrôleur qui va nous permettre d'animer la translation en Y et le scale, et l'étage du groupe qui lui nous permet d'animer la translation en X, d'accord? Alors, bien sûr, la semaine prochaine, on va voir comment rajouter plein d'autres contrôleurs qui vont chacun gérer leur truc pour avoir des espèces de contre-animations, des retards, plein de choses très intéressantes. On va en parler, on va rentrer plus en détail dans la théorie de l'animation. Là, c'était vraiment pour découvrir. Je vous invite à refaire tout chez vous. Envoyez-moi des mails ou des commentaires sur YouTube si vous ne comprenez pas certains paramètres que j'ai pu expliquer, que ce soit sur la théorie de l'animation, que ce soit sur les forces, ou que ce soit sur le stretch and squash, par exemple, qui est peut-être un paramètre un peu plus délicat à comprendre. Je vous rappelle la formule du stretch and squash, c'est le 1 sur racine carrée du squash, de l'étirement, donc du stretch. D'accord, ça va être la formule du squash. On va pouvoir utiliser ce stretch and squash, encore une fois, je réexplique, pour faire un écrasement qui soit proportionnel. Donc la balle s'étire, d'accord, elle va perdre du volume sur les côtés, et quand elle va s'écraser, elle va gagner du volume sur les côtés. Je vais enlever 5 minutes mon groupe pour vraiment bien qu'on revoit. J'ai supprimé cette clé là. Alors je peux supprimer une clé rapidement dans la timeline, mais ça on va le voir la semaine prochaine, pardon, en faisant clic droit delete, d'accord. Mais ça on le verra la semaine prochaine, qu'on peut faire plein de trucs dans cette timeline dont j'ai pas encore expliqué. Donc vous voyez, la balle s'écrase. Quand elle s'étire, elle perd du volume sur le côté. Quand elle s'écrase, elle gagne du volume sur le côté. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous rappelle que cette scène là sera téléchargeable très simplement sur le site officiel de motion-live.com dans la section formation. Donc je vous invite à la télécharger, à la tripoter, à fouiller, voir un petit peu comment c'est fait, à vous amuser un petit peu avec ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur l'animation un peu plus avancé. On va faire des trucs beaucoup plus marrants avec notre balle. Et à bientôt, bon courage et amusez-vous bien. Salut!